Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Alors je m'appelle Paul, je suis activiste pour le climat et à côté de ça je suis aussi étudiant en mathématiques. Pourquoi Crédit Suisse a porté plainte contre vous, très activiste pacifique? Vous avez fait quoi? Alors ils nous reprochent d'avoir illégalement occupé leur hall, ce qui constitue une violation de domicile parce que même si c'est un lieu public, ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent dans leur hall de banque et ils étaient pas, voilà, ça leur a pas plu et ils n'étaient pas d'accord. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, on a continué de jouer au tennis, du coup voilà, on se retrouve au tribunal. Et c'était quoi le but de l'action? C'était d'informer la population sur? Alors le but de l'action c'était d'informer la population sur l'impact de la finance suisse sur le climat, parce que les banques suisses c'est énorme, la place financière suisse ça représente 22 fois ce que la Suisse émet intérieurement. Donc à partir de là, on réalise en fait qu'en Suisse on a un tout petit pays mais qu'on a un énorme levier là-dessus et qu'en fait si nous on pollue pas localement, on fonctionne économiquement parce qu'on pollue ailleurs. Et c'est ça qu'on a voulu dénoncer et ça a été super bien expliqué par les témoins qui sont intervenus durant ce procès. Il y a toute une notion par rapport à la figure de Crédit Suisse qui est Roger Federer. Ouais, alors ça c'était l'idée un peu à la base parce que en fait Crédit Suisse n'était même pas présent à ce procès, daigne pas se déplacer, quand on leur envoie des lettres etc. Ils ne bougent pas, ils répondent pas et c'est notamment parce qu'on sait qu'ils sont super hautains là-dessus et condescendants un petit peu qu'on s'est dit on va... Crédit Suisse c'est énorme, on va essayer plutôt de parler de Crédit Suisse à travers le prisme de quelqu'un que tout le monde connaît, Roger Federer. Et puis si Roger Federer se positionne, ce qui est plus probable que Crédit Suisse, là on a un impact énorme auprès de la population. Alors pour l'instant il ne s'est toujours pas positionné, mais rien que le fait de parler de Roger Federer, ça parle à tout le monde. Et on voit bien, ça marche bien, là on est en top des trends de Twitter avec hashtag #WakeUpRoger, donc ça parle aux gens et c'est bien. Ça ne doit pas être juste la responsabilité de quelques activistes d'aller faire les zouaves déguisés en tennisman dans les succursales bancaires, c'est toutes les personnalités publiques qui devraient aussi dénoncer ça parce que l'État n'est pas capable d'agir, du coup c'est nous en tant que société, on doit dénoncer ces choses-là et les personnalités publiques ont leur rôle à jouer. Ouais. Tu me cites juste les 3 chefs d'accusation? Alors, les 3 chefs d'accusation, c'est manifestation non autorisée, ensuite on a non-obéissance aux ordres d'un agent de police, donc ça c'est des violations du règlement communal de la ville de Lausanne, et du code pénal, on a violation de domicile. Ok, et puis du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette action? Pourquoi tu es rentré dans l'illégalité pour... Parce qu'on avait conscience de tout ce qui s'était fait avec le Crédit Suisse, toutes les demandes qui leur avaient déjà été faites, parce qu'en Suisse, la liberté économique des acteurs privés est telle que l'État finalement va pas faire grand chose, ça a été démontré au procès. Le Conseil fédéral envisage de réfléchir un peu avec les banques, mais voilà, tranquille. Donc on ne peut pas s'adresser à l'État. Quand on s'adresse à Crédit Suisse, ça ne marche pas. Du coup, on a essayé de faire cette action qui finalement est médiatique. On n'a pas vraiment empêché Crédit Suisse de faire son activité. Mais c'est pour réveiller la société et puis qu'il y ait une prise de conscience là-dessus et que collectivement on puisse faire évoluer les pratiques de ces banques pour que ces choses-là n'arrivent plus. Et t'attends quoi de la justice maintenant, concrètement? Là on attend que la justice se positionne parce que toute la société se positionne, les jeunes se positionnent, les politiciens gentiment se positionnent, mais maintenant c'est à la justice de reconnaître l'urgence de la chose et si on a la séparation des 3 pouvoirs et si l'exécutif fait n'importe quoi, c'est à la justice aussi de les corriger et là-dessus, en plus à ce procès, on leur a vraiment démontré que c'était leur job de dire que là il y a état de nécessité, on ne peut pas faire autrement qu'alerter l'opinion par ces moyens-là. On verra bien ce que ça donne, mais on se réjouit du verdict lundi. C'était mal parti, mais là c'est plutôt bien parti, non? Alors de base c'était mal parti, rien que le fait de se retrouver face à la justice, ça permet d'en parler dans les médias, donc rien que ça fait partie de la stratégie. Et là en fait on veut mettre la justice face à ces contradictions, on leur dit voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse nous? Nous on agit en tant que citoyens, on essaie que la société se réveille. Voilà, on verra ce que ça donne, mais on avait une super équipe d'avocats qui nous a vraiment... normalement, je crois que les plaidoyers vont être publiés, donc vous pourrez les lire. On est extrêmement content de comment ça s'est passé. Après, voilà, ça reste... c'est dans les mains du juge, on verra bien. Donc Marie-Pomme Moina, avocate pénaliste basée à Lausanne. J'ai mon bureau à Lausanne. Aujourd'hui, tu défends un de ces jeunes activistes qui a joué au tennis dans les locaux de Crédit Suisse dans le but d'alerter sur le financement des énergies fossiles, plus de 50 milliards donc. Pourquoi tu t'es bénévolement engagé à les défendre? Je me suis bénévolement engagée à les défendre. On dit que les avocats s'investissent pro bono dans ces moments-là. Parce que c'est une cause extrêmement importante. On parle en fait de la survie de l'humanité. Donc c'est absolument vital. Et ce que ces jeunes, ce que ces activistes font, c'est un énorme coup de pied derrière des autorités politiques. C'est un travail
absolument vitales et on doit les soutenir dans la mesure de nos moyens comme avocats. Et comment ils sont venus vous trouver du coup? Donc, tant Maître Wettstein que moi-même, on était déjà engagés auprès de ces activistes de différentes manières, en faisant notamment des avis de droit, ce qui fait qu'au moment où s'est posé la question de faire un procès climatique, on a été contactés et on a mis en place une équipe de ténors du barreau, de 13 avocats extrêmement compétents, des pénalistes confirmés, de tout âge, mais aussi d'un échiquier politique varié, avec tant des avocats qui représentent plutôt la droite de l'échiquier que de la gauche de l'échiquier. J'allais en parler justement, je t'ai entendu parler d'inclusivité au niveau des genres et du bord politique dans votre groupe d'avocats. Tu peux juste m'en dire un petit peu plus là-dessus parce que c'est un point sur lequel j'aimerais mettre un accent. Donc on a effectivement choisi tant des jeunes avocats de la trentaine que des bâtonniers qui sont des avocats qui ont déjà une grande assise au niveau de leur réputation, qui sont plutôt des gens autour de la soixantaine. On a choisi tant des femmes que des hommes. Et encore une fois, de tous bords politiques. Pour que ça représente effectivement la diversité du barreau vaudois et qu'on ne puisse pas nous accuser d'avoir finalement que des avocats qui sont d'extrême gauche, mais qu'on puisse obtenir une crédibilité importante du message qui est aussi donné par le barreau vaudois par ce procès. Et est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ces 2 derniers jours? Un petit résumé? C'est intéressant de savoir qu'on a d'abord eu un seul témoin qui nous a été accordé par le président, qui était Jacques Dubochet. On s'est battu pour obtenir ensuite un second témoin en la personne de Madame Sonia Seneviratne, qui est une climatologue, professeure, enseignante à l'EPFZ, quelqu'un qui a participé à la rédaction comme auteur principal pour la Suisse du rapport à 1,5 degré, donc un rapport du GIEC absolument fondamental. Donc on a obtenu l'audition de cette climatologue et je crois que ça a été un moment décisif de ce procès. Madame Seneviratne a été extrêmement limpide dans ses explications. Elle nous a expliqué les conséquences du dérèglement climatique, les conséquences d'une hausse de température à 1,5 degré, puis à 2 degrés, en nous expliquant que les États actuellement ne remplissent pas les engagements qu'ils ont pris dans le cadre du traité de Paris et qu'on est plutôt dans un réchauffement de l'ordre de 3 degrés. Et elle nous a expliqué quelles étaient les conséquences de ce réchauffement à 3 degrés, tant sur la montée des océans, où il y aura énormément de pays impactés. On parle du Bangladesh à moitié sous l'eau, de millions de personnes impactées. On parle de l'Australie, évidemment, on parle de 280 millions de réfugiés climatiques. C'est des chiffres qui font peur, c'est des chiffres qui glacent. On parle de l'appauvrissement des terres, on parle de tempêtes, d'inondations, on parle de la destruction du vivant, de la 6e extinction de masse. Donc ça, Madame Seneviratne a été très claire dans ses explications, absolument frappantes. On a ensuite pu obtenir que le président entende M. Jérémy Désir, ce qui nous avait refusé dans un premier temps, et ça nous semblait essentiel que quelqu'un du monde bancaire soit entendu, puisque c'est tout l'enjeu de ce procès, le fait de dénoncer en fait les investissements des banques suisses, la place financière suisse dans les énergies fossiles, investissement qui représente en fait plus de 20 fois toutes les émissions commises par la Suisse. Donc il faut quand même savoir que si on tient compte des investissements de la place financière suisse, la Suisse est au 7e rang des pollueurs mondiaux. Donc il faut arrêter de dire que la Suisse est un tout petit pays qui ne peut rien faire. La Suisse a des moyens énormes, par le biais de sa place financière, de faire bouger les choses. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important qui doit être retenu. Donc Jérémy Désir, c'est un ancien banquier de HSBC, un ancien banquier qui a démissionné avec fracas, avec une lettre ouverte à l'humanité, parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte de ce qui se passait, il en a parlé à l'interne, il a fait un rapport pour ses chefs, il a essayé de faire changer les choses à l'interne, et il est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas entendu et que strictement rien n'allait se passer. Ce qui fait qu'il a rendu public ce rapport, rendu public sa lettre de démission, intitulée « Lettre ouverte à l'humanité », de manière à essayer de faire bouger les choses. Et puis aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a eu les plaidoiries, on a eu 13 plaidoiries très complètes, parfois très émotionnelles, parfois très techniques, qui nous ont permis de montrer qu'il y avait effectivement un problème au niveau du dérèglement climatique, que les autorités politiques
ne faisaient pas leur travail, ne respectaient pas les engagements qu'ils ont pris au niveau des accords de Paris, que l'action de nos jeunes était légitime, qu'elle était justifiée par l'état de nécessité, que les conditions juridiques des infractions qu'on leur reproche n'étaient absolument pas réalisées et que la seule réponse qu'on peut donner à ces jeunes, c'est un acquittement pur et simple. Et il y a un caractère inédit, voire historique dans cette affaire? C'est le premier procès climatique d'envergure en Suisse. Il faut savoir que Crédit Suisse, ce n'est pas une petite banque, c'est une grosse banque, c'est une banque suisse, mais aussi une banque qui a un impact au niveau mondial. Et tu es confiante pour le verdict lundi prochain? Je suis extrêmement confiante pour le verdict de lundi prochain. Ok, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Trop bien.